tranche de pain. Vous devez prendre comme ça à peu près. Exactement, oui. Il y avait ça de pain. Il y en avait pas. Et moi, j'ai le reste. Ouais. Ah ben, Georges. Regarde l'objectif. Voilà. Au milieu de la tourmente, entre novembre 1943 et août 1944, 4 jeunes juifs font un choix étonnant. Ils décident de se cacher dans le hameau d'Istor, non loin du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, pour sauver le judaïsme français, construisant spirituellement son avenir par un retour à l'étude de la loi. Ce choix était leur façon de combattre et de résister. Près de 70 ans après, les 19 et 20 juin 2010, les Amis du Vieux-Temps ont organisé une commémoration sur les lieux mêmes de cette école des prophètes. C'est une page d'histoire totalement méconnue que nous allons découvrir tous ensemble, enrichie par divers témoignages directement relatés par des personnes qui étaient à Istor en 1943. Et vous voyez comment peu à peu, nos personnages qui vont être soit les membres de l'école des prophètes, soit ceux qui les ont accompagnés dans leur entreprise et qui ont participé à leur production, à leur réflexion, sont venus se réfugier, mais agir en même temps, parce que notre école des prophètes, c'est pas un séminaire où on s'est enfermé, hein, c'est des gens qui étaient encore dans l'action. Enfin bref, comment la petite histoire se met en place, mais qui reste quand même toujours de la grande. Pierre Veil-Rénal, je parle de lui parce que c'est un des prophètes emblématiques, on va dire, hein, par son origine que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Pierre Veil-Rénal, lui, qui est d'ailleurs appelé au service du travail obligatoire, à peu près à cette époque, puisqu'on était mobilisé par classe d'âge et sa classe d'âge était concernée, décide d'aller à Moissac pour dire « j'ai choisi la résistance armée, je vais rejoindre le maquis ». Et Moissac lui dit c'était un des moniteurs de la maison de Beaulieu, où se trouvait Jacob Gordin, qui est un des participants à l'entreprise des prophètes également, et il prévient Moissac et il leur dit je vais aller dans le maquis de Dordogne, et Moissac lui répond mais pourquoi tu viens pas ici, on a un maquis juif. Et Châtelain-Simon lui dit tu sais, tu as peut-être mieux à faire que de rejoindre le maquis juif. Tu sais, il faut penser à la suite, on aura besoin de cadres. Est-ce que ce serait pas mieux que tu ailles un peu étudier ce qu'est le judaïsme et ce qui pourrait devenir après la guerre? Et avec Chattard, Georges Lévite, qui était un des dirigeants de la maison de Moissac, chargé d'organiser son centre documentaire, donc chargé de produire un certain nombre de cours pour les cadres, de cours sur la vie juive, mais aussi de cours plus généralement sur la philosophie, etc. Georges Lévite interpelle Pierre Veil-Rénal et lui dit « Nous allons constituer une école de cadres pour penser le judaïsme de l'après-guerre pour ceux qui reviendront, ceux qui auront survécu, ceux qui émergeront de la clandestinité. » Et c'est ainsi que ce projet prend forme au plus fort de l'extermination, au moment du passage général à la clandestinité totale et à la fermeture de tout ce qu'il y avait comme existence encore légale, avec pignon sur rue, hein, de la société juive en France, et où un certain nombre de gens vont venir ici avec un but particulier. L'école des prophètes, c'est pas nous qui avons donné ce nom à ce lieu, à cet endroit. Je ne sais pas comment c'est arrivé que dans la littérature juive contemporaine française après la guerre, tout d'un coup est apparu ce nom et qui est devenu une légende, et on ne sait pas pourquoi et qui a eu cette idée de lancer le terme. Mais je voudrais simplement dire une chose. Ceux qui étaient les vrais prophètes, c'est Chattard, Simon, je crois que son fils est là, et Georges Lévite, qui auraient été les prophètes, d'avoir eu l'idée et l'inspiration de créer
pas de créer, de nous envoyer quelque part où nous deviendrons la flamme qui pourrait donner la flamme aux autres. Voilà. Très bien. Donc Georges Lévy, c'était notre maître à penser et on nous orientait, on nous donnait vraiment, arrivé à Istor, je crois que ni Pierre Velredan, ni Elie Rottenberg, ni moi, qui représentions un monde, le vrai monde juif. Parce que chez Georges, il y avait tout. Il y avait l'enseignement culturel, il y avait l'enseignement sur le texte, il y avait la prière, il y avait la manière de vivre. Tout était un ensemble qui faisait un. Et s'il n'y avait pas tout, il manquait quelque chose. On se levait le matin, la première chose c'était tout de suite la prière, enfin, vraiment dans toutes les étapes. Se laver les mains, s'habiller, prier. Et quand on avait fini la prière, on prenait un petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, commençait la journée d'études. La journée d'études était composée de différents sujets, naturellement. Le premier sujet, c'était de faire la prière du matin avec traduction. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un dictionnaire ou une traduction à côté. Georges avait un dictionnaire, il n'y avait pas de Talmud, mais il y avait des livres de prière, il y avait des Bibles, il y avait je me souviens d'autres livres d'enseignement général, je me souviens plus lesquels, mais il y avait des bouquins. D'où il a emmené tout ça. Quand on dit l'école de prophètes, et je me permets de le répéter une fois, les vrais prophètes, c'était lui et Chata, qui ont vu dans leur esprit qu'il fallait faire quelque chose pour que même si il n'y a pas de continuité, il y a des personnes qui sont capables de transmettre une continuité. Et je crois que c'était ça, la chose la plus extraordinaire. Et je crois qu'on s'en est rendu compte en France que 30-40 ans plus tard. Et moi je suis arrivé par hasard le dernier, puisqu'il fallait accompagner les gosses de Montatin, enfin de la maison d'enfants de Lauzé. Elie, donc, c'était en potentiel un homme qui pouvait et apprendre et donner. Le judaïsme l'a pénétré. Autant qu'il était anarchiste, il est devenu de l'autre côté de la barrière. Après, il est parti à Londres, il est revenu un autre homme. Il est revenu un rabbin avec un grand chapeau noir, pas grand, mais un chapeau noir, une barbe, des papillotes. La famille Fournier était extraordinaire. Ils ne nous ont pas sentis, on ne les a pas sentis. On ne savait pas, on se sentait à la maison. On se sentait à la maison, on n'a jamais eu l'idée ou le sentiment que nous étions chez quelqu'un qui nous protège, qui, au péril de sa vie et de sa famille, il nous garde, il nous permet de vivre avec eux. Son fils, il avait 10 ans à l'époque, 11. Il avait 11 ans à l'époque, et on voyait un petit gosse qui cavalait à droite à gauche entre les étables, et nous, les étables, c'était pour nous le chauffage central, parce qu'on habitait là-haut, les tables étaient en bas, comme ça on se chauffait, on n'avait pas besoin de chauffage central. Alors je veux, encore une fois, comme je l'ai fait hier, remercier, parce que sans vous ici, je ne serais pas là maintenant. Et ça, c'est très important que chacun de vous le sache. Et j'espère que plus jamais, on aura besoin d'être protégés et de protéger. On sera tous ensemble. Merci. En plus de nos quatre, Elie Rottenberg, Mika, Georges Lévy, Pierre Velredan, arrivent en mars 1944 deux personnages supplémentaires dans la ferme d'Istor. Supplémentaires et non des moindres. Ces personnages, c'est le couple Gordin
le professeur Gordin, comme on l'appelait, Jacob Gordin, mais aussi Rachel Gordin, qui était une pédagogue fameuse, une éducatrice de premier plan, qui a inspiré des générations d'éducateurs et d'éducatrices. En novembre 1943, la situation devient là-bas extrêmement difficile parce que les troupes allemandes, la Gestapo les recherche parce qu'on sait qu'ils sont là, etc., comme juifs étrangers. Et donc, Moissac décide de les transférer et de les accompagner dans un lieu refuge. Et le lieu refuge choisi, c'est évidemment, et je pense que ça c'est l'intuition de Chata-Simon, sachant qu'il y avait un philosophe génial, il y a une connaissance monumentale de la pensée juive, que sa destination naturelle devait être de rejoindre l'équipe des prophétistes. Alors la présence de Gordin a donné un cachet supplémentaire, parce que Gordin, même s'il n'était pas reconnu par l'université française ou par, on va dire, les hautes sphères intellectuelles des communautés juives ou du consistoire à cette époque-là, était quand même un peu connu parmi les intellectuels juifs comme Chouraki par exemple, comme Léon Poliakov par ailleurs et d'autres, et aussi par Georges Vajda. Georges Vajda que nous n'avons pas évoqué. Georges Vajda, il a étudié les langues grecques, latines, hébraïques, arabes, sanskrit, araméen. Je ne peux pas toutes les énumérer parce qu'il a étudié des langues dont je ne connais même pas l'existence. Il en connaissait 15, des langues anciennes disparues. Il s'est réfugié à Clermont-Ferrand en 1942, lorsque un décret interdit à tous les juifs de vivre dans les villes, il est expulsé de Clermont-Ferrand. Et étant sans refuge possible, méconnaissant André Chouraki présent à Tence, grâce au réseau protestant, fait venir Georges Vajda au Chambon-sur-Lignon, et tout ce petit monde entre en contact. Et c'est ça qui est tout à fait exceptionnel dans ce moment d'histoire où ils s'appellent entre eux par dérision et par référence à Yochanan ben Zakkai et la nécessité de former pour transmettre, etc., se constitue une espèce de séminaire intellectuel permanent où non seulement d'ailleurs ces juifs d'horizons différents se parlent entre eux dans un haut niveau de recherche et de quête, pas seulement sur le texte, c'était pas une yeshiva justement, c'était pas une école religieuse, c'était pas un séminaire pour former des rabbins, c'était un groupe de pensée philosophique, historique, et qui cherchait dans les textes fondateurs du peuple juif, qui sont pour partie des textes religieux, mais pas que, tous ceux qui se sont penchés un peu sur la Torah, voient que c'est très largement au-delà d'un texte strictement religieux, chercher les éléments d'une pensée spécifique, mais complètement ouverte sur l'universalité et sur l'humanité. Et c'est ce travail qu'ils ont essayé de faire entre eux, qui était un travail pas seulement d'études, mais aussi un travail de rénovation et un travail de refondation pour les générations à venir. Et c'est cette dimension-là qui rend leur entreprise totalement exceptionnelle, parce qu'elle se produit à un moment où il fait nuit noire dans le siècle, on parle non seulement pour le peuple juif, mais pour tous les peuples des pays occupés, et où ils sont, eux, dans le futur, ils se projettent avec une espérance formidable pour les générations à venir.